Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. À l'ouverture de cette édition d'information, parlons justement de ce problème des câbles électriques qui traînent à même le sol. Eh bien, là-bas, un court-circuit s'est déclenché suite aux pyromanes qui ont brûlé les plaines, suivant ce reportage de Ange Makaya. Câble électrique à même le sol, on aurait dit une famille de serpents, mais non. Ici au quartier Pola, le manque de poteaux électriques serait la véritable raison des courts-circuits, surtout lorsque ces câbles électriques pendent et désormais victimes de pyromanes. Je ne sais pas si c'est le solar ou bien les gens qui filment. C'est le risque pour tout le monde. C'est un danger pour les maisons qui sont même proches comme ça là. C'est un mauvais signe. Avec les gens qui font comme ça là. Si on attrape même les gens là, c'est des gens qu'on va même mettre en prison. C'est pas bon. Si vous connaissez la personne, on attrape la personne, on le fout en prison, c'est ça le problème. La nuit. Ça c'est la nuit. La journée, il ne peut pas brûler. Ça c'est la nuit. Le matin, quand on sort comme ça, on trouve seulement déjà brûlé, c'est la nuit. Entre la SCG et son style et les propriétaires de ces compteurs électriques, deux parties invitées à prendre des précautions pour éviter tout danger lié à un court-circuit, provoquant parfois de nombreux décès. Et puis, dans ce journal, on parle d'un chef d'entreprise appelé encore faussaire qui s'est joué des jeunes où il les avait employés, où il a employé plus de 60 jeunes pour exécuter les travaux de pavoisement de la voie qui mène de Petit-Mbolo à Ndabila. Malheureusement, le fameux chef de chantier est porté disparu alors que les jeunes devaient percevoir leur salaire samedi dernier. Ils se sont retrouvés pour manifester leur mécontentement. Reportage. Comme tout travailleur, ces jeunes, pères et mères de famille, sont au rendez-vous pour percevoir leur salaire après 2 semaines de travail. Mais l'employeur est porté disparu depuis jeudi dernier. Le monsieur, un certain individu qui vient au nom de Ibouili, il s'appelle Ibouili Guy. C'est le nom qu'il nous a donné ici. Donc ils ont eu le marché des pavés, l'axe que vous voyez là, pour au nom du gouvernement, voilà. Donc il a embauché les jeunes, ces jeunes que vous voyez là. Mais le quinquagénaire, le monsieur en question, un bon matin, il a disparu. Il a disparu sans trace. Et le travail a débuté le 29 septembre. Nous avons commencé à aller nettoyer les canaux. Il est où en ce moment? On ne sait pas là où le monsieur est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il nous a fui depuis jeudi. Franck, le voici, père de plusieurs enfants. Il aurait pris du matériel de construction d'une valeur de près d'1 million chez un fournisseur à la demande de Guy Ibouili. Une dette qui pèse sur sa conscience. 1 million et quelques, 1 million et quelques. Parce qu'il y a le bois. Il y a le bois parce que heureusement que j'avais moi-même le bois. Mon bois, c'est un bois que je vendais. J'ai pris les tôles en bois, les tôles que j'ai pris là. Mais la ferraille, j'ai pris la ferraille, j'ai pris les tôles, le ciment, 2 tonnes de ciment. Et il y a le gravier, il y a d'autres, il y a le gravier, le sable, le gravier rouge qu'on a déposé à un autre site, 2 camions et les planches et les lattes. Et tout ça qui va les rembourser? Qui va me rembourser, je ne sais pas. Victimes de cet abus de confiance et exploitation, les jeunes interpellent les plus hautes autorités de la République pour que ce présumé faussaire soit rattrapé. Allons à la Nyanga pour parler des sabliers là-bas. Vacances comme saison de pluie ou les vacances comme saison scolaire, ils sont toujours dans le feu Nyanga pour ressortir, pour extraire le sable. Mais les difficultés s'imposent à ce sujet. Suivons ce reportage de Doré Mabouta. Même pendant l'année scolaire, ce jeune Ninois ne se lasse pas d'extraire le sable. Un moyen pour eux de survivre, surtout dans une province où le chômage est en hausse. Ce que nous faisons ici, c'est l'extraction du sable. Oui. Donc, nous prenons le sable dans l'eau et nous l'amenons au bord. Ça se passe comment? Dans un premier temps d'abord, il faut avoir une pirogue, il faut avoir une pelle, un seau, si vous êtes seul. C'est ça l'essentiel. Donc vous allez à l'eau, vous prenez le sable. Arrivez voir comme les petits conteneurs. Là, ils sont dans la phase du déchargement. Là-bas, ils plongent, ici, ils déchargent. Et une fois le sable au bord, les acheteurs viennent. Donc, le plus souvent, c'est les étrangers qui arrivent parce que ce sont eux qui ont les camions. Nous, déjà, on n'a pas les camions. La mairie n'a pas les camions parce que je me souviens, il y a des années où la mairie disait qu'il devait acheter le sable et le revendre. Et malheureusement, la mairie n'a pas les camions pour ça. Donc, les étrangers viennent ici, ils achètent avec nous. On va dire que le prix
auquel ils achètent, ça ne nous arrange pas en fait. Mais on fait avec vu que c'est le seul moyen de pouvoir gagner quelque chose. Vivement que cette activité profite à bon nombre de jeunes sans emploi qui ne demandent que le minimum pour faciliter la vente de leurs produits. Parlons à présent politique. Cette fois, parlons de transport des électeurs. Aujourd'hui, le gouvernement de la République a pris la décision de stopper cette pratique. Alors, cela pèse-t-il sur les candidats ou non candidats? Réponse dans ce reportage d'Elisabeth Guilaboué. Lors des récentes élections locales, de nombreux électeurs ont quitté leur ville de résidence pour voter ailleurs. Pour certains, cette situation n'a rien d'anormal car beaucoup travaillent dans une localité que celle où ils sont inscrits sur les listes électorales. Selon eux, l'essentiel est de pouvoir accomplir son devoir citoyen, peu importe la distance à parcourir. Il faut relativiser. On ne transporte pas les électeurs, c'est les électeurs qui se rapprochent de leur centre de vote. Moi, je reviens de Libreville. Vous allez dire que je me suis transporté moi-même. Ce problème-là a été discuté avec les hommes politiques. Ils savent que moi, je suis quelqu'un qui est d'une région qui va voter au village pour sa région. Voilà, le transport électeur, il y en a qui n'ont peut-être pas de moyens, vont se regrouper pour venir. C'est ça. Moi, la seule chose que je peux dire qu'on condamne, c'est lui qui ne peut pas voter, il ne peut pas voter. Et d'ailleurs, pour une élection qui est nationale, quand il s'agit du président de la République, n'importe où pouvez vous trouver avec votre carte électeur, si vous êtes inscrit sur une liste, vous votez. Mais pour d'autres, ces déplacements soulèvent des inquiétudes. Certains estiment qu'ils favorisent la manipulation du vote et la victoire de candidats dans des localités où ils ne résident pas. Ainsi, ils saluent la vigilance des autorités qui ont mis le doigt sur cette situation plus que dérangeante. Moi, je suis favorable à cette décision, encore moins. Il faut que les autorités essaient de regarder en profondeur cette situation de transport d'électeurs. Mais aujourd'hui, il est difficile pour nous d'éradiquer. Nous, en tant que responsables locaux, c'est compliqué parce qu'on n'a pas la maîtrise de tout ce qui vient. Ce sont les enfants du village, mais je crois qu'il faut que les autorités y réfléchissent longuement là-dessus parce que quand vous regardez en tant que citoyen, ça fausse les données dans les localités où ils viennent en masse alors qu'ils n'y résident pas. Entre nécessité démocratique et soupçon de fraude, ces déplacements électoraux divisent l'opinion publique. Une chose est sûre, la transparence du vote reste au cœur des attentes des citoyens. Mesdames et messieurs, place à la page africaine. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre, l'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. 25 septembre dernier, la capitale malgache connaît sa première mobilisation d'ampleur historique depuis l'élection d'Andj Radzoel en 2018. Pénurie d'eau, coupure d'électricité, les manifestants dénoncent aussi ce qu'ils considèrent comme les maux de la société malgache, la corruption, la pauvreté et l'insécurité. À l'origine du rassemblement ce jour-là et de ceux qui suivront, la génération Z de Madagascar. Elle prône une action pacifique et citoyenne. Face à elle, des forces de l'ordre suréquipées qui vont rapidement durcir la répression. La situation dégénère en affrontements, en émeutes, en pillages. Des violences qui ont fait, selon un bilan provisoire de l'ONU, au moins 22 morts depuis le début du mouvement. Le pays est sous le choc. Nous demandons l'aide de l'armée. Aidez-nous, aidez le peuple. Nous avons besoin de vous. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Cet appel, lancé à l'armée, n'est pas anodin. Le président Andj Radzoel est lui-même parvenu pour la première fois en 2009 au pouvoir à la faveur d'un mouvement populaire soutenu alors par les militaires. En cette fin septembre, ni le renvoi de tout le gouvernement, ni cet exercice de contrition à la télévision ne suffisent à calmer la colère. Mais tandis que le mouvement de contestation semble en apparence s'essouffler, Andj Radzoel tente d'éteindre définitivement la crise en changeant de ton. Il nomme un général de l'armée comme Premier ministre et appelle la Gen Z à un dialogue national. La réaction est immédiate. Ce que nous demandons là en ce moment, c'est que le président là, il démissionne d'ici les 72 heures. D'ici les 72 heures.
La crise bascule ce week-end dernier. Samedi, le CAPSAT, une unité militaire qui a déjà joué un rôle dans le mouvement populaire de 2009 et porté Radzoël au pouvoir, rallie le mouvement de la Gen Z. Sur la symbolique place du 13 mai à Antananarive, les militaires sont accueillis chaleureusement. En 24 heures, le CAPSAT prend le contrôle de l'armée. La confusion règne, notamment autour de la situation du président Radzoël. Il est préférable pour lui de guerpir, quitter Madagascar. Mais on ne va pas le laisser partir comme ça. Il faut qu'il rende compte. Ce lundi 13 octobre au matin, les premières rumeurs sur son départ précipité de la grande île circulent. Une certitude, le pouvoir a vacillé. Devant un stade rempli, Andry Radzoël savoure sa victoire. Nous sommes en 2009, le voici président de la transition de la République de Madagascar à peine 35 ans. Nous voulons le changement dans la façon de gérer notre pays avec une nouvelle vision. Nous sommes prêts à nouveau à jouer notre rôle afin qu'il y ait une alliance solide et durable avec tous nos partenaires. De nombreux pays dénoncent un coup d'État, mais qu'importe, il restera à la tête de Madagascar pendant près de 5 ans. Une période marquée par une croissance nulle, un taux de pauvreté grandissant et un taux de malnutrition chronique élevé. Très vite, Andry Radzoël vise l'élection présidentielle de 2013, mais il doit renoncer sous les pressions de la communauté internationale. Je suis satisfait, pas totalement, mais je suis satisfait du bilan de la transition. La frustration est grande, mais le désir de revanche, lui, ne s'estompe pas. Le voilà de retour pour l'élection présidentielle de 2018. Il faut une alternance démocratique, il faut que le président soit élu, un président qui rassemble tout un peuple autour d'un projet. C'est pour cette raison que ce que je vais emmener pour les pays, c'est une convention, c'est-à-dire ce qui est écrit dans mon programme, nous allons le réaliser. Andry Radzoël remporte l'élection au second tour avec près de 56% des voix. Un mandat marqué par l'épidémie de Covid-19 dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. 4 ans plus tard, Madagascar manque toujours cruellement d'infrastructures et le taux de pauvreté reste très élevé. Les membres du gouvernement ne nous voient pas. Nous, le peuple, ils ne nous ont jamais regardés. En 2023, une polémique manque de l'empêcher de se représenter. Des médias révèlent qu'Andry Radzoël a acquis la nationalité française en 2014. Or, la législation malgache interdit la double nationalité. Il sera tout de même candidat. Ils ont tout essayé et élaboré toutes les stratégies pour m'empêcher de me présenter à la présidentielle. Seule la Constitution peut m'interdire de me présenter. Et selon elle, j'ai le droit de me présenter à nouveau pour un autre mandat qui sera mon deuxième et dernier mandat. Une élection remportée dès le premier tour, mais de nombreuses voix s'élèvent et dénoncent un président déconnecté de la réalité, comme ici en avril lorsque nous l'avions rencontré. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans, qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux, dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 €, ils sont heureux. Quelques mois après cette interview, la rue menée par la Gen Z le conspue et exige son départ. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV, la Nyanga autrement. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.